Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. Vous êtes au bon endroit si vous voulez parler sobriété numérique et non physique quantique, de l'autre côté, à la U600. Donc aujourd'hui, sobriété numérique et développement durable, c'est la deuxième conférence de notre cycle de conférences, troisième cycle de conférences pour être plus précis, dont le but est de permettre un dialogue entre l'université et la cité, ce qui explique pourquoi chacun peut participer au débat, que vous soyez chez vous ou avec nous dans la salle, en posant des questions lors de la seconde partie de conférence avec l'outil Slido, que vous trouvez juste à côté de l'écran que vous visionnez actuellement, ou si vous êtes dans la salle, avec les micros qui vont circuler dans la salle en deuxième partie. Pour ma part, en tant que responsable de ce cycle de conférences, quelques mots en 2 minutes pour rappeler le contexte. Le programme du cycle de conférences a été voté par le public avec Metaverse et Web3 le 19 octobre, sobriété numérique et développement durable aujourd'hui, exposition aux écrans et addiction le 1er mars l'année prochaine et captation de l'attention sur les plateformes le 17 mai. Alors aujourd'hui, nous parlerons sobriété numérique et développement durable, sujet essentiel que nous avions déjà abordé en 2020 sous un angle plus général du environnement et numérique. D'ailleurs, conférence que vous pouvez visionner si ça vous intéresse sur la page de notre conférence. En 2020, lors de cette conférence, nous avions mis en évidence le double effet du numérique. Bien qu'il ait un potentiel pour améliorer la crise climatique, par exemple optimiser la gestion des déchets, il représente aussi et surtout une menace pour l'environnement, surtout en raison d'une surconsommation et d'une mauvaise gestion des déchets. Par exemple, chaque habitant, selon un rapport récent de l'UIT, produit au niveau planétaire 7 kg de déchets électroniques par an, dont 20 à 30% ne sont pas du tout recyclés. Comme exemple plus récent, on peut songer aussi au vidéo streaming, dont le coût énergétique a explosé récemment, au point qu'au début de la pandémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Netflix a dû réduire son débit pour éviter la paralysie d'Internet. On rappellera aussi que pour mesurer la taille des données, on ne parle plus de mégabytes pour 1 million de bytes, mais de yottabytes, l'équivalent de 250 milliards de DVD, voire de brontobytes. Je m'arrête ici parce que je risque d'oublier des zéros, et puis parce que cela est probablement abstrait pour nous tous. Et effectivement, ce côté abstrait est aussi, à mon avis, une partie du problème, parce que l'impact environnemental du numérique est parfois insaisissable, invisible, immatériel, même pour les usagers qui souhaitent être le plus diligents possible. Il suffit de songer à nos smartphones, nous les utilisons quotidiennement et recevons chaque mois une facture de l'opérateur, facture qui représente uniquement la partie visible de notre consommation, mais pourtant, cette facture ne tient pas compte des matériaux utilisés et de la consommation en termes de serveurs qui tournent à plein régime dans des fermes de serveurs pour faire marcher nos vidéos ou tout autre usage. Alors l'idée aujourd'hui est de continuer ces réflexions en nous concentrant cette fois sur les objectifs du développement durable et puis sur les mesures à adopter, à la fois du point de vue des entreprises, de l'institution comme l'université, et puis aussi d'un point de vue plus individuel, quels sont nos gestes que l'on peut adopter, ce qui passera aussi par réguler la production du matériel électronique en les rendant plus durables dès la conception et pour une consommation numérique plus responsable et mieux ciblée. Et puis, permettez-moi juste de mentionner, et je terminerai par là, qu'à l'échelle institutionnelle, l'Université de Genève prévoit de nombreuses mesures, par exemple réduire sa consommation d'énergie. Aujourd'hui, certains d'entre vous avaient participé à la journée numérique responsable, et puis j'ai le plaisir d'annoncer que l'université a décidé de signer la charte du numérique responsable. Alors, pour discuter du sujet, et j'en ai terminé, nous avons le plaisir d'accueillir des experts suisses et étrangers. 2 sont présents dans la salle, un autre expert sera à distance. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir de laisser la parole à notre modérateur de ce soir, M. Fabrice Calam, pour présenter le déroulé et les intervenants. Je nous souhaite une excellente conférence. Merci beaucoup, professeur Benhamou. J'aimerais juste profiter de ces petits instants de micro pour remercier le professeur Benhamou d'avoir accepté que cette conférence de ce soir soit intégrée dans le programme de la Journée du numérique responsable dont il vient de parler, qui est pour nous un événement important, qui est la première pierre à cet édifice de plan d'action de sobriété numérique de l'Université de Genève. Cette journée était organisée conjointement par les 2 bureaux du rectorat en charge des objectifs de développement durable et de la transformation numérique.
et aidé en cela très fortement par une équipe d'étudiantes et d'étudiants qui sont dans la salle et que je souhaite remercier également, l'équipe du projet Reconsider. Donc, ceci étant dit, j'aimerais également remercier le professeur Benhamou de m'avoir proposé d'assurer la modération de cet événement. Modération, sobriété, voilà des termes qu'on emploie plus traditionnellement pour parler de consommation de boissons distillées ou fermentées, mais nous allons voir ce soir que ça peut aussi s'adresser aux questions numériques. Et peut-être à la suite de ce débat, nous saurons si nous devons coller sur nos tablettes, smartphones et autres écrans que ce sont des choses à consommer également avec modération. D'un point de vue plus formel, cette conférence va se dérouler en deux parties. Comme indiqué par le professeur Benhamou, vous avez une première partie où ce sont des paroles d'expertes et d'experts qui vont s'exprimer pendant une dizaine de minutes chacune à ce micro et à l'écran. Et ensuite, nous vous invitons vraiment à participer au débat à travers l'application Slido comme indiqué ou directement dans la salle par le passage d'un micro. Je souhaite maintenant laisser la parole aux experts et expertes. Et le premier d'entre eux, M. Hugues Ferboeuf, ici présent, qui est polytechnicien, ingénieur du corps des mines et diplômé de Télécom ParisTech. Il a effectué la majeure partie de sa carrière professionnelle dans le secteur des technologies de l'information, dont 15 ans à des postes de direction générale. Il mène depuis une double carrière d'entrepreneur et de consultant. Hugues Ferboeuf est également membre du think tank le Shift Project, que vous connaissez certainement si vous vous intéressez aux questions de durabilité. Acteur de la transition vers une économie décarbonée, il y conduit des travaux relatifs à l'impact énergétique et écologique de la transition numérique. Nous sommes donc parfaitement dans le thème. Monsieur Ferboeuf a participé ces 2 dernières années à un projet européen qui s'appelle Digital for Sustainability, qui réunissait une quinzaine de chercheurs, chercheuses de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et un rapport est sorti très récemment sur ce sujet, et peut-être que vous aurez l'occasion de nous en parler un petit peu lors de cette présentation rapide. Je laisse maintenant la parole à notre premier expert, M. Ferboeuf. Merci beaucoup. J'ai donc 10 minutes pour partager un certain nombre de réflexions et de conclusions sur le sujet des relations entre le numérique et l'environnement. Et ce que je vais vous dire est essentiellement tiré donc, des travaux que nous avons menés au sein du Shift Project depuis 2017, travaux qui sont concrétisés par 4 rapports, un chaque année. Et pour reboucler avec le thème de cette conférence, notre premier rapport publié en 2018 s'appelait « Pour une sobriété numérique ». Nous sommes donc parfaitement en phase avec une première conclusion, je dirais, qui s'impose lorsque l'on commence à s'intéresser aux effets du numérique sur l'environnement. Donc je reviendrai là-dessus, mais j'irai sans doute un pas plus loin. Et comme vous pouvez le constater, le titre de cette présentation s'appelle « Refonder le numérique pour le rendre soutenable ». Et donc, certainement, dans cette refondation, il faudra faire place à de la sobriété plutôt qu'à de l'ébriété. Mais une des choses que je voudrais partager ce soir, c'est le fait que nous n'arriverons pas à rendre le numérique soutenable simplement à coup de bonnes pratiques ou de changements incrémentaux, et qu'il y a toute une logique de fonctionnement aujourd'hui en place qu'il nous faut changer si nous voulons à la fois que le numérique lui-même ait une empreinte qui suive la réduction des émissions qu'il faut atteindre pour combattre le réchauffement climatique, mais si nous voulons également que le numérique serve effectivement à d'autres secteurs pour faciliter leur transition environnementale.
Et donc cette conviction que je vais essayer de partager, elle est forgée donc à travers des travaux du Shift, mais également à partir de l'initiative qui a été mentionnée, ce projet de recherche européen qui s'appelle Digital for Sustainability. Nous avons publié notre rapport final début octobre, et le titre de ce rapport s'appelle Digital Reset. Ce qui veut donc dire que nous estimons que pour faire du numérique un véritable atout pour le développement durable, et dans le développement durable, évidemment, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi la réduction des inégalités, par exemple, eh bien, il est nécessaire de procéder à un reset de ce système. Donc, en moins de 10 minutes, je vais essayer de vous expliquer pourquoi nous arrivons à cette conclusion. Vous voyez à l'écran donc un graphique qui modélise l'évolution de l'empreinte carbone propre du numérique. Par empreinte carbone propre, je veux dire les émissions qui sont dues à la fois à la production des équipements numériques et également à l'utilisation de ces équipements, donc concrètement la consommation d'électricité. Les estimations varient, mais aujourd'hui il commence à y avoir un large consensus pour dire qu'en 2019-2020, l'empreinte du numérique représente à peu près entre 3 et 4% de l'empreinte carbone globale du monde. Il y a également un consensus pour estimer que cette empreinte a crû significativement depuis une dizaine d'années et que si rien n'est fait pour changer les choses, cette empreinte continuera à accroître significativement dans les 10 prochaines années. Par significativement, je veux dire un taux de croissance de l'ordre de 6% par an, ce qui correspond en fait à un doublement en 12 ans. Comme vous le savez, je pense, il faut rapprocher cette tendance du fait que tous les modèles climatiques nous montrent aujourd'hui que pour avoir une chance de rester sous un réchauffement inférieur à 2 degrés, eh bien, il faut arriver à diviser par 2 les émissions en 10 ans. D'accord ? Donc, d'un côté, diviser par 2 les émissions, de l'autre côté, multiplier par 2 ces émissions au sein du numérique en 12 ans. Et donc, clairement, il y a un problème. C'était donc une des conclusions du premier rapport du Shift. Maintenant, il faut comprendre d'où vient ce problème. Alors, le premier niveau d'analyse, il est résumé par ce nouveau slide. Qu'est-ce qu'il faut y lire ? L'empreinte carbone d'un secteur, peut-être certains d'entre vous connaissent l'équation de Kaya, elle va augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution des facteurs qui permettent de calculer cette empreinte carbone. Dans ces facteurs, il y a 2 facteurs essentiels. Il y a les volumes, 3 facteurs essentiels, les volumes, l'efficacité énergétique et l'intensité carbone de l'énergie. L'intensité carbone de l'énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est la proportion d'émissions dont va être responsable l'utilisation d'une source d'énergie, soit pour produire des équipements, soit pour les utiliser. Je sais que dans l'usage, ce sera de l'électricité, dans la production, ce sera de l'électricité, mais également directement l'utilisation d'énergies fossiles, notamment pour extraire les métaux qui permettront ensuite de fabriquer les équipements en question. Le deuxième terme, c'est donc ce que j'ai appelé efficacité énergétique, ou ce qui s'appelle ici Energy Intensity of Technology. Et donc c'est un ratio
qui va caractériser la quantité d'énergie qu'il faut, soit pour produire un équipement, soit pour le faire fonctionner. Et le troisième terme, il est en fait découpé en deux sur ce schéma, c'est de combien d'équipements parle-t-on et de combien d'usages parle-t-on. Et ces équipements et ces usages, en fait, on peut les décomposer en une intensité d'équipement, une intensité d'usage qui s'appelle ici Technology Affluence, c'est-à-dire concrètement combien d'équipements numériques avons-nous par personne et quelle est la tendance. Si nous en avons 10, allons-nous en avoir 20 ou 30 ou au contraire, allons-nous en avoir moins? Et puis par ailleurs, bien le fait que au niveau mondial, le nombre de personnes qui ont accès au numérique s'accroît chaque année. Et il s'accroît de l'ordre de quelques centaines de millions. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons un paradoxe, puisque le secteur numérique est sans doute le secteur dans lequel les progrès sur l'intensité énergétique ces 20 dernières années ont été les plus forts. Tous les ans, on fabrique des ordinateurs, des processeurs qui vont permettre de faire beaucoup plus de choses en consommant la même quantité d'énergie que la génération précédente. Et pour être plus précis, le schéma de gauche montre de quelle façon l'intensité énergétique en fait, de la technologie numérique a pu décroître depuis ici une soixantaine d'années. En fait, tous les 5 ou 6 ans, on franchit un ordre de grandeur de plus. C'est-à-dire tous les 5 ou 6 ans, on a un processeur qui permet de traiter 10 fois plus d'informations que la génération précédente en consommant le même volume d'électricité. Et donc, si nous avons la courbe que nous avons vue au départ, qui est celle-ci, ça n'est pas du tout à cause d'un manque de progrès en termes d'efficacité énergétique, pas du tout. Tout ce que nous pouvons remarquer, c'est que les volumes numériques, que ce soit le nombre d'équipements que nous achetons tous les ans, le nombre d'équipements que nous possédons, ou le volume de données que nous traitons, que nous transportons sur les réseaux ou que nous stockons, mais tous ces volumes, en fait, augmentent encore beaucoup plus vite que l'intensité énergétique ne décroît. Et donc, c'est ce qui explique donc l'inflation de l'empreinte carbone du numérique. D'où le terme initial de sobriété numérique qui dit, bien, pour arriver à maîtriser l'évolution de l'empreinte carbone du numérique, puisqu'on peut relativement ne pas faire beaucoup plus en termes de progrès d'efficacité énergétique, il faut s'intéresser à l'évolution des volumes et donc maîtriser la croissance de ces volumes. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. En fait, il faut se demander pourquoi on a une telle inflation des volumes numériques. Pour ça, il faut s'intéresser au numérique en tant que système. Les usages numériques, en fait, ils résultent des interactions entre des utilisateurs. Vous voyez ici, ça peut être des individus, des collectivités locales, des entreprises, et puis les offres qui sont proposées par des fournisseurs numériques. Et ce système, ou ce marché également, il est régi donc par des règles du jeu qui vont favoriser certains comportements ou au contraire dissuader certains comportements. Mais la caractéristique du système numérique depuis une dizaine d'années,
c'est qu'il est en fait dirigé par des acteurs dominants, et je les ai appelés ici des big tech. Qu'est-ce que c'est que les big tech? C'est une dizaine d'entreprises essentiellement américaines et chinoises qui sont composées essentiellement de plateformes numériques, plus une ou deux entreprises qui, en plus d'être des plateformes, sont également des fabricants d'équipements comme Apple. Eh bien, ces big tech profitent d'abord de règles du jeu qui les avantagent. Par exemple, elles ne paient pas un certain nombre de coûts que leur activité déclenche. Et elles ont acquis aujourd'hui à la fois une puissance financière phénoménale. À peu près 8 entreprises sur 10 des plus grandes entreprises, des plus grosses capitalisations mondiales se trouvent au sein de ce groupe d'entreprises. Mais également, elles représentent maintenant beaucoup plus que la moitié de l'activité du système numérique. Vous voyez qu'en 2021, 6 fournisseurs, Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon et Microsoft, ont représenté 57% du trafic Internet. Et ça n'est pas sur le schéma, mais si on regarde ce qui s'est passé entre 2018 et 2021, eh bien on s'aperçoit que ces 6 entreprises sont responsables des 3/4 de la croissance du trafic Internet. Et donc, aujourd'hui, on est dans un système où les utilisateurs finalement ont de moins en moins le choix d'utiliser autre chose que ces fournisseurs. C'est un oligopole. On est dans un système où leur puissance financière fait qu'ils arrivent à sécuriser une avance technologique qui rend très compliquée la tâche à d'autres fournisseurs pour véritablement les concurrencer. Et puis, ils agissent au sein d'un système qui, jusqu'à récemment, leur laissait le champ totalement libre. Je dis jusqu'à récemment, puisque, en tout cas au sein de l'Union européenne, il y a maintenant un certain nombre de directives, de règlements qui ont été pris justement pour essayer de contrer l'influence trop importante de ces acteurs. Mais ces directives viennent d'être définies, elles ne sont même pas encore entrées en vigueur. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Eh bien tout simplement parce que, et malheureusement je n'ai pas le temps de le démontrer dans la minute qui doit rester, tout simplement parce que les modèles d'affaires en fait, de ces grands acteurs s'appuient essentiellement sur une augmentation continue des volumes numériques. Ces plateformes numériques, donc, que font-elles? Elles fournissent un accès apparemment gratuit à leurs services à un certain nombre d'individus, dont elles vont ensuite pouvoir extraire un certain nombre de données relatifs à leurs caractéristiques et à leur comportement d'achat. Puis elles vont transformer ça en informations qu'elles vont vendre à des tierces parties sous forme de façon à pouvoir donner la possibilité à ces tierces parties de faire par exemple de la publicité ciblée sur ces utilisateurs de plateforme. Mais pour faire tout ça, la matière première sur laquelle elles s'appuient, ce sont les données. Et
il faut pouvoir faire rester le plus longtemps possible un utilisateur sur la plateforme et il faut pouvoir interagir avec lui le plus possible. Et donc on fait tout ça à grand renfort de vidéos et à grand renfort de techniques de marketing qui vont permettre de capturer un maximum de temps d'attention des gens qui vont sur ces plateformes. Donc, la conclusion, c'est évidemment beaucoup plus détaillé dans le rapport que j'ai mentionné tout à l'heure, Digital Reset. La conclusion, c'est que le système numérique étant dominé par ces acteurs, et ces acteurs ayant besoin, en fait, de continuer à alimenter une croissance exponentielle des volumes numériques, eh bien, il n'y a aucune chance d'arriver à la sobriété numérique si on ne remet pas en cause le positionnement de ces acteurs. Le dernier point, parce que je pense que j'ai largement dépassé mon temps, c'est l'autre face de la médaille, c'est dans quelle mesure le numérique peut-il servir la transition environnementale d'autres secteurs. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, l'essentiel des usages numériques ne sont pas tournés vers cet objectif. 80 à 90% des usages numériques aujourd'hui n'ont aucune chance de permettre à d'autres secteurs d'accélérer leur transition environnementale. Pour les 10% ou les 20% qui restent, la réalité est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui si le numérique permet à coup sûr d'accélérer la transition environnementale d'autres secteurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et vous avez là l'exemple de l'intelligence artificielle, c'est que bien souvent, lorsqu'on met en place une solution numérique qui est destinée donc par exemple, à optimiser un processus ou à substituer un processus moins énergivore à un autre processus beaucoup plus énergivore, on a en tête donc le premier niveau d'impact. Et donc, il est forcément positif. Mais lorsqu'on rentre dans le détail, on s'aperçoit que bien souvent, la solution numérique qu'on met en place peut provoquer, par exemple, des effets rebonds, c'est-à-dire, en fait, provoquer une augmentation des volumes relatifs au processus qu'on est en train d'optimiser. C'est-à-dire que plus le processus devient optimal, plus on l'utilise, et à un certain moment, si on ne contrebalance pas cet effet rebond, eh bien, on peut arriver au fait que, bien que le processus soit intrinsèquement devenu plus efficace d'un point de vue énergétique, eh bien, la surutilisation de ce processus va aboutir à une augmentation de la consommation d'énergie. Ça mériterait une conférence en soi pour approfondir ce sujet. Je conclurai simplement en disant que, d'une part, il faut évidemment progresser dans la maîtrise des usages numériques qui vont nous permettre d'accélérer la transition environnementale des autres secteurs, mais surtout, il faut pouvoir, concentrer la dynamique du numérique vers cet objectif. Et pour ça, il est indispensable de changer la logique de fonctionnement de l'ensemble du système numérique. J'ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Fairboeuf. Je comprends que pour un ingénieur du corps des mines, c'est un tout petit peu frustrant de rester en surface comme ça, mais nous aurons l'occasion de creuser plus profondément lors du débat ensuite ces différentes questions. Je profite pour vous indiquer aussi, j'ai oublié de vous dire que sur l'application Slido, pour ceux et celles qui sont à distance, vous pouvez non seulement poser des questions, mais vous pouvez aussi voter pour les questions qui ont déjà été posées. Voter pour ces questions permet de faire remonter la question dans les priorités et permettra peut-être à cette question d'être évoquée tout à l'heure. Je passe maintenant la parole à Marlène Hildebrand-Erhardt et je la présente rapidement. Elle est ingénieure
diplômée en informatique de Polytech Nice-Sofia, et elle vient presque en voisine vu qu'elle a collaboré pendant 3 ans au sein de l'EPFL, et que dans ce cadre, elle a participé notamment au Zero Emission groupe d'étudiants et de collaborateurs qui a notamment travaillé sur les questions également de sobriété numérique. Je lui passe donc la parole. Bonsoir à tous. Donc, je viens aujourd'hui effectivement en tant que co-rédactrice du rapport sur l'impact environnemental du numérique à l'EPFL. Alors, tout d'abord, pourquoi avons-nous fait ce rapport ? Eh bien, parce que l'EPFL, en tant qu'institution fédérale, se doit de respecter les objectifs de réduction d'émissions des gaz à effet de serre fixés par la Confédération helvétique. Donc aujourd'hui, ce serait moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau de 2006 et la neutralité carbone d'ici à 2050. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ambitieux et c'est pourquoi la présidence de l'EPFL a décidé de mettre en place une task force dédiée à la durabilité et au climat. Et du fait de l'importance du numérique à l'EPFL, il a été jugé utile d'y dédier un sous-groupe. Donc, ce groupe de travail était composé du docteur Mathieu Simeoni du Audiovisual Communications Lab, d'Amel Paroey qui est étudiant en sciences de l'environnement et de moi-même qui est donc ingénieure en informatique et qui à l'époque était collaboratrice à l'EPFL. Et le but de notre groupe de travail était de mesurer l'empreinte environnementale du numérique tel qu'il était pratiqué à l'EPFL. Et pour cela, nous avons fait appel à un expert en analyse du cycle de vie et plus spécifiquement du cycle de vie du numérique. C'est M. Frédéric Bordage de Green IT, qui a donc 15 ans d'expérience dans le calcul d'empreinte environnementale du numérique et qui, à partir des données que nous avons collectées à l'EPFL et que nous lui avons fournies, a pu mesurer l'impact sur 4 critères qui sont les plus pertinents, disons, concernant le numérique. C'est l'épuisement énergétique, combien d'énergie on consomme, le changement climatique, donc combien de gaz à effet de serre on émet, la tension sur l'eau, c'est la consommation d'eau douce, et enfin l'épuisement des ressources dites abiotiques, donc tout ce qui est minéraux et métaux rares, qui, comme vous le savez, sont beaucoup utilisés pour la fabrication du matériel informatique. Les résultats de ce calcul ont donc été que le numérique à l'EPFL émet environ 7900 tonnes d'équivalent CO2 par an. Pour pouvoir mettre ce chiffre en perspective, sachez que c'est l'équivalent de 3500 vols Paris-New York aller-retour, mais aussi l'équivalent de 400 voitures sur la totalité de leur cycle de vie, c'est-à-dire que ça comprend les émissions au moment de la fabrication et au moment de l'utilisation. C'est également 25% des émissions globales de l'EPFL telles qu'elles ont été calculées en 2017. C'était l'équivalent de la mobilité pendulaire, c'est-à-dire toutes les émissions liées au déplacement des collaborateurs et des étudiants pour se rendre tous les jours sur le campus. Je vous ai également fourni des chiffres sur l'eau et sur les ressources abiotiques qui sont malheureusement plus difficiles à mettre en perspective aujourd'hui puisqu'on n'a pas d'objectif de réduction de l'impact environnemental sur ces aspects-là. Concernant les chiffres par utilisateur, il faut surtout retenir que c'est 446 kg équivalent CO2 par personne. C'est 22% du budget carbone dit 2 tonnes, c'est-à-dire le budget carbone que chaque Européen devrait respecter pour pouvoir respecter les accords de Paris sur le climat et espérer rester sous les 1,5 degré de réchauffement. Et comme vous le voyez, on parle ici seulement du numérique au travail ou aux études, et c'est donc tout à fait considérable. Une fois qu'on a eu ces chiffres, pour pouvoir émettre des recommandations, il fallait pouvoir les mettre en perspective et comprendre surtout où se situait l'impact. Et pour ça, je vais vous fournir 2 graphes. Donc, le premier, c'est la répartition des impacts par domaine d'usage. Donc, vous avez ici les différents domaines d'usage et sur chaque aspect environnemental, la part d'impact qu'ils représentent. Et ce qui ressort très clairement, c'est qu'il y a 2 domaines qui focalisent une bonne partie de l'impact environnemental. C'est l'environnement utilisateur, donc tout ce qui est ordinateur, clavier, écran, souris, et les centres de données.
À partir de là, on s'est aussi intéressé à la question de savoir quelle était la part de la construction du matériel et de son utilisation dans l'impact. Et comme vous pouvez le voir ici, donc vous avez en rouge foncé la part de la construction, donc tous les gaz à effet de serre qui ont été émis pendant la fabrication du matériel. Et vous pouvez voir que ça représente parfois plus de la moitié de l'impact environnemental d'un appareil électronique. Et ça, c'est si on applique le mix électrique suisse à l'utilisation du matériel. Il faut savoir que le mix électrique suisse est plutôt propre et plutôt peu émetteur de gaz à effet de serre. Mais en plus de ça, le PFL achète à Romand d'énergie une énergie qui est essentiellement renouvelable. Et donc, à partir de là, quand on applique ce mix, fatalement, la part de la construction augmente et atteint parfois plus de 70%. Les conclusions auxquelles nous sommes arrivés en creusant un peu le pourquoi de ces chiffres, c'est qu'il y avait un problème de suréquipement à l'EPFL, puisque 40 à 50% des émissions sont imputables à l'environnement utilisateur. Et en partant de l'inventaire, on s'est rendu compte que chaque collaborateur possédait l'équivalent de 3,3 ordinateurs. Et ça, c'est lié au fait que chaque laboratoire bénéficiait d'une certaine liberté académique et était donc libre d'acheter le matériel qu'il souhaitait, sans forcément vérifier que le matériel était déjà disponible dans les murs de l'EPFL et sans forcément s'assurer qu'il était réutilisé derrière. Concernant les centres de données, comme vous avez pu le voir, ils représentent une part importante de l'impact environnemental du numérique à l'EPFL, mais ça cachait plus ou moins une bonne nouvelle, parce que même si la part des centres de données était importante par rapport à d'autres institutions qui avaient été benchmarkées par Green IT, ça permettait à l'empreinte globale de l'EPFL de baisser, puisque ces centres de données, d'une part, étaient en Suisse, donc alimentés par ce mix électrique peu émetteur, mais en plus, le fait de ne pas faire appel à des services externes, ça permet de garder le contrôle sur la quantité de serveurs qu'on utilise et sur leur efficacité énergétique. Ici, vous pouvez voir donc les 8 recommandations que nous avons émises à l'égard de l'EPFL par rapport à notre calcul. Je ne vais pas toutes les lister, mais sachez que si ça vous intéresse d'en savoir plus, il y aura un QR code à la fin de cette présentation qui vous permet d'avoir accès à la totalité de notre rapport. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous avons recommandé la création d'une unité dédiée au numérique durable à l'EPFL qui referait un audit environnemental chaque année pour s'assurer qu'effectivement il y a une baisse notable des émissions. C'est ce que l'EPFL a d'ailleurs fait. Il y a aujourd'hui un chef de projet en numérique responsable à l'EPFL qui va reconduire un audit qui sera apparemment plus précis que le nôtre aussi. Et les 2 autres recommandations principales, comme vous vous en doutez, c'était de pouvoir centraliser et orchestrer l'achat du matériel pour qu'on ne se retrouve plus avec des ordinateurs qui prennent la poussière dans des placards alors qu'ils sont encore en parfait état de marche et encore suffisamment puissants pour bon nombre d'activités, et veiller au maintien d'une faible externalisation des services. Et ça, je sais que l'EPFL est toujours à cœur sur ce sujet, puisqu'elle est en train de construire un nouveau data center et qu'il y a une attention assez particulière qui est portée à la façon dont ce data center sera alimenté. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire soi en tant qu'individu si on souhaite réduire son empreinte environnementale liée au numérique ? Comme vous avez pu le voir, il y avait 2 points qui nous ont vraiment frappés. Le premier étant l'impact tout à fait considérable du matériel. Et donc ma première recommandation sera celle-là, c'est conserver son matériel informatique le plus longtemps possible, le réparer quand c'est faisable, et de façon générale, avant d'acheter un appareil électronique, se poser la question de savoir si on en a vraiment besoin. Vous avez ici quelques chiffres du Shift Project. Et comme vous pouvez le voir, un smartphone de moins de 2 ans, 90% de ces émissions de gaz à effet de serre seront produites au moment de la fabrication du matériel. Donc rien que le garder 6 mois de plus, ça permet d'économiser bon nombre de gaz à effet de serre. Enfin, le dernier point, comme vous en doutez également, ça porte sur les services en ligne.
Donc sachez quand même que les centres de données, s'ils étaient un pays, seraient le 4e pays le plus consommateur d'énergie au monde. Donc lorsque vous avez besoin de stocker des données comme des photos et des vidéos, donc des données en plus qui sont particulièrement conséquentes, privilégiez un disque dur externe plutôt qu'un service cloud, parce que si vous faites appel à un service cloud, ça va rester sur des serveurs qui seront alimentés toute la journée, alors qu'un disque dur externe, c'est un appareil généralement qui peut durer plusieurs années, donc ça vaut vraiment le coup d'un point de vue environnemental. Et ensuite, attention aux services de streaming. La vidéo aujourd'hui, c'est presque 80% du trafic Internet. C'est plus que les émissions de l'Espagne, a priori. Et à partir de là, même si c'est peut-être un peu compliqué de se passer de Netflix, il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place, comme désactiver la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande donc d'aller sur le site de l'association Zero Emission Group, qui est donc l'association étudiante par le biais de laquelle j'ai pu participer à ce projet, et d'aller sur le site également de greenIT.fr. Il faut savoir que GreenIT travaille beaucoup pour des institutions publiques et des entreprises et les aide à baisser les émissions de gaz à effet de serre liées à leur numérique. Mais ils ont également édité quelques petits ouvrages destinés plutôt aux particuliers et qui vous permettront de savoir ce que vous pouvez faire à votre niveau pour réduire votre empreinte environnementale liée au numérique. Et enfin, le QR code qui vous permet d'avoir accès à notre rapport. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci, Marlène Hildebrand-Gerhardt. Un grand merci aussi à titre individuel et institutionnel, puisque ce rapport et son contenu ont été pour nous une source d'inspiration dans le cadre du plan d'action que nous mettons en place actuellement. Donc je peux que vous conseiller également d'aller le consulter. Je vous présente maintenant le professeur Patrice Geoffron, qui va nous rejoindre très certainement derrière moi. Patrice Geoffron est professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine. Il est directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Ses recherches portent sur la convergence entre l'électricité et les télécommunications dans le cadre de la transition énergétique bas carbone. Il est membre du conseil d'administration du Conseil français de l'énergie. Il est coéditeur de la revue Economics and Policy of Energy and the Environment et membre du comité de rédaction de l'International Journal of Management and Networks Economics. Et je lui cède volontiers la parole. Oui, bonsoir, merci. Merci de votre invitation. Désolé de ne pas être parmi vous. Merci au professeur Benhamou de m'avoir convié à cet échange. Avec lequel j'ai quand même pour l'essentiel des points d'accord, et donc je ne vais pas y revenir. Je connais bien les travaux évidemment du Shift Project et il me semble que l'appel à la sobriété, la manière dont la sobriété numérique a été introduite dans le débat public par le Shift Project est hautement louable. Et puis par ailleurs, ce que je viens d'entendre sur l'expérience de réduction de l'empreinte numérique d'une institution d'enseignement et de recherche, évidemment, pour ma propre université, tout à fait inspirant. Donc, puisque les deux premiers intervenants et intervenantes vous ont tout dit, je vais essayer de rebondir sur un certain nombre de choses que j'ai entendues, puis par ailleurs essayer de faire le lien avec des travaux auxquels j'ai pu être associé. Premièrement, j'ai eu la grande chance de faire partie du groupe d'experts qui, pendant un peu plus d'1 an, a accompagné la Convention citoyenne pour le climat en France. Vous savez que c'est une expérience qui a été impulsée par le président de la République dans un contexte un peu difficile qui était celui du prolongement, si on peut dire, de la crise des Gilets jaunes qui a beaucoup agité la société française dans son ensemble. Et un des points de sortie, ça a été d'inviter à 150 citoyennes et citoyens à une réflexion approfondie de telle manière à faire des propositions en termes de décarbonation. Et cette convention s'est saisie de la question du numérique, qui a été assez présente à la fois dans les réflexions et dans les conclusions. Et il en est ressorti un certain nombre de choses qui ont surpris les 150 citoyennes et citoyens qui s'étaient réunis et qui ont mis en avant premièrement leur très faible niveau d'information sur l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone, et au-delà les questions relatives aux matériaux de leur consommation numérique.
il en est ressorti un certain nombre d'éléments un peu étonnants. Par exemple, le fait que, alors qu'il n'y a pas sociologiquement ou en termes économiques de raison que les Français utilisent en moyenne 1 an de moins que les Belges leur smartphone. Et derrière tout ça, dès lors qu'il n'y a pas de motif socio-économique, évidemment, la raison, elle est probablement liée à des pratiques commerciales du côté des opérateurs français. Donc simplement pour dire que, et c'est le premier point sur lequel j'aimerais insister, on a finalement, il a été beaucoup question de sobriété pour qu'on puisse agir en tant que citoyenne et citoyen de manière sobre. Eh bien, il nous faut un niveau d'information dont on ne dispose pas nécessairement dans nos usages à l'heure actuelle du numérique. Les chiffres qui ont été partagés, en particulier relativement à l'empreinte des équipements, sont très généralement des chiffres qui surprennent. Les personnes qui regardent, les consommateurs qui regardent ces questions d'un peu loin. Et donc, évidemment, il y a une première préconisation très transversale qui est qu'un bon usage du numérique, c'est un usage évidemment dans lequel, avant toute chose, on renouvelle avec discernement ces équipements. Et puis, il y a par ailleurs une série de règles simples qui devraient être, j'allais dire, dans l'ABC de ces questions. Les usages d'une connexion via le cuivre sont plus consommateurs d'énergie très généralement que via la fibre. Les usages via la 4G ou la 5G sont plus consommateurs que via le Wi-Fi. Et donc, manière de dire qu'il y a tout un abécédaire et une information et une éducation autour de ces questions qui n'est pas encore, en tout cas, je vous parle de France présentement, qui pour l'ensemble des consommateurs et des consommatrices français ne sont pas inscrits dans les usages. Et ce retard, et donc il y a une forme de décalage qui s'est constitué entre le rythme auquel finalement notre quotidien s'est retrouvé en infusion avec le numérique et la compréhension qu'on a de son empreinte. Alors il y a par ailleurs, et ça a déjà été évoqué à l'instant, un certain nombre de considérations qui sont probablement plus complexes. Selon les opérateurs auxquels on recourt, on peut se retrouver dans l'architecture des systèmes auxquels il est fait appel avec, par exemple, des data centers. Il se trouve que c'est une question sur laquelle j'ai eu à travailler qui sont plus efficaces que d'autres, pour lesquels il peut y avoir de la récupération de chaleur qui peuvent être insérés dans des réseaux électriques dans lesquels, à certains moments, eh bien, des capacités de stockage de l'électricité vont être utilisées pour réduire la tension sur les systèmes. C'est une manière de dire, mais ça a déjà été évoqué, que selon ce que l'on va trouver dans l'architecture de ces systèmes, eh bien, on pourra se retrouver in fine en tant que consommateur, mais malheureusement, c'est une information à laquelle très généralement on n'a pas accès, donc à avoir accès à des systèmes dont l'empreinte est plus ou moins importante. Mais voilà, il s'agit, j'allais dire, d'un certain nombre simplement de nuances. Il n'en reste pas moins que le maître mot, c'est évidemment celui de la sobriété. C'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, le numérique dans ses usages, c'est un peu comme le bon et le mauvais cholestérol. Évidemment, il faut parvenir à distinguer les usages qui peuvent être contributifs d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre et ceux qui, au contraire, peuvent l'accroître. Alors, très simplement, évidemment, utiliser dans un avion via le Wi-Fi un service de streaming ne fait que surajouter plutôt que de lire un livre dans les mêmes circonstances, ne fait que surajouter des émissions. En revanche, si ces mêmes services numériques évitent de prendre l'avion, eh bien là, on a une contribution évidemment à la lutte contre le changement climatique. C'est une discipline que j'essaie de m'appliquer. La dernière fois que j'ai pris l'avion, on doit remonter à 2018 et 2019. Et lorsqu'on est un universitaire assez avancé dans sa carrière, on a tout à fait la possibilité de participer à toute une série de conférences, y compris au bout du monde, sans avoir à prendre l'avion. Désormais, ça fait partie, et dans mon université, c'est une règle à laquelle on essaie de s'astreindre. On fait partie des laboratoires qualifiés dans un réseau qui est le réseau 1,5°, donc qui met en réseau des laboratoires qui essaient de veiller tout particulièrement à leur empreinte carbone et d'échanger des bonnes pratiques. Et on essaie dans ce domaine d'avoir une forme de discernement qui est de dire que plus on est avancé dans sa carrière, plus le préjudice, si on peut dire, de ne pas prendre l'avion est limité. Et on essaie de réserver
les tonnes de CO2 émises en prenant l'avion à des jeunes chercheurs qui ont besoin de mailler un réseau et de parvenir à rencontrer d'autres chercheurs dans leur champ. C'est ma troisième ou quatrième remarque. Par ailleurs, et évidemment, ça ne nous apparaît pas dans nos usages du quotidien, mais il ne faut pas négliger la manière dont le numérique peut être un élément d'intégration puissant à la fois des renouvelables et des véhicules électriques à l'avenir. Les réseaux vers lesquels on s'oriente tout particulièrement en Europe, comme vous le savez, l'objectif européen, et a fortiori dans le contexte de crise énergétique dans lequel nous nous trouvons, est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. Et évidemment, 2030, c'est demain. Donc, tout ça va supposer de déployer très, très massivement des renouvelables qui ont comme caractéristique d'être variables. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bouquet électrique dans lequel la part de l'hydroélectricité est aussi importante que c'est le cas en Suisse. Et donc, une des conditions d'intégration, c'est ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents ou les smart grids. Une des conditions d'intégration de ces renouvelables variables, c'est de pouvoir en optimiser l'usage. Et pour en optimiser l'usage, et ça correspond à un certain nombre de travaux que j'ai eu à conduire, eh bien, ça suppose finalement de mailler schématiquement un réseau électrique dans lequel désormais il y a beaucoup d'éolien et de photovoltaïque et de plus en plus à l'avenir, et un réseau de télécommunications. En tant qu'usager, ça ne nous apparaît pas directement, mais la transition énergétique, elle est subordonnée à cette convergence et à ce maillage. On peut le voir également, on le verra de plus en plus au niveau des véhicules électriques. Je m'apprête à faire soutenir une thèse de doctorat d'une de mes doctorantes courant décembre sur ce qui s'appelle le véhicule to grid. C'est une recherche qui a été conduite en partenariat avec Renault, mais beaucoup de constructeurs s'intéressent. Le véhicule to grid, c'est simplement la manière de connecter à nouveau avec discernement des véhicules électriques au réseau pour leur recharge, et selon les conditions de la recharge, eh bien cette recharge, elle peut s'opérer au pire moment. Par exemple, en France, le pire moment, c'est la pointe de consommation de 19 heures, et j'imagine qu'en Suisse, ça n'est pas très différent. Et donc, à 19 heures, eh bien, on a une pointe de consommation qui suppose de mettre en service des centrales thermiques ou d'en importer massivement de chez certains de nos voisins. À l'heure actuelle, là, il est 19h53. Eh bien, on importe en France beaucoup d'électricité très carbonée en provenance d'Allemagne. Eh bien, le véhicule to grid, donc la manière dont on pourra optimiser à l'avenir, et ce sera important lorsqu'il y aura quelques millions de véhicules de plus en circulation en Europe, eh bien, ça va permettre de recharger ces véhicules au bon moment en dehors des périodes de stress sur le système électrique, et puis peut-être d'organiser des systèmes dans lesquels une partie de l'électricité résiduelle dans ces batteries, au moment où on rentre à la maison et on pourra se reconnecter au réseau, en l'occurrence au réseau domestique, eh bien peut-être que plutôt que de recharger son véhicule à ce moment-là, on pourra utiliser l'électricité qui reste dans les batteries. Et comme vous le savez, on va avoir besoin de beaucoup de moyens de stockage. Utiliser l'électricité qui reste dans la batterie du véhicule électrique plutôt que d'aller puiser sur le réseau. C'est ce qu'on appelle le véhicule to home. Alors tout ça procède dans l'état actuel des choses un peu à la fois de l'expérimentation et peut-être même encore un peu de la science-fiction, mais à nouveau dans l'Europe de 2030, une Europe à la fois bien plus décarbonée que ça n'est le cas à l'heure actuelle, et avec des problématiques, disons des besoins de flexibilité dans le système électrique, eh bien il va falloir insérer notamment les véhicules automobiles différemment dans les réseaux. Et donc, voilà, c'est la question relative à l'optimisation. Enfin, et avant quelques mots de conclusion, j'aimerais ouvrir une fenêtre qui me paraît importante sur la manière dont l'usage du numérique peut constituer un facteur d'accélération, à la fois de développement et puis par ailleurs un facteur d'accélération dans la décarbonation, en tout cas la mutation vers des systèmes électriques décarbonés dans les pays en voie de développement. Dans
laboratoire, on est conduit à travailler de manière assez intensive sur l'accès à l'électricité en Afrique. Vous le savez probablement, à l'heure actuelle, il y a à peu près 600 millions d'Africains qui n'ont pas du tout d'accès à l'électricité. Avec le photovoltaïque à l'avenir, on va avoir évidemment des moyens de telle manière à massifier, mais beaucoup de retard a été pris dans ce domaine, à massifier l'accès à l'électricité. Et les modèles selon lesquels se développe l'accès à l'électricité en Afrique sont autour généralement de microgrids, et donc non pas de grands systèmes tels que ceux qui maillent l'Europe, mais de réseaux à caractère local qui ont évidemment leur composante en matière numérique, et dans lesquels on voit également émerger des systèmes de paiement qui sont des paiements à l'usage de type pay as you go, et qui en fait dépendent beaucoup de la capacité de la diffusion de la téléphonie mobile et des smartphones dans les sociétés africaines, y compris dans celles qui ont très peu d'accès à l'électricité. Donc c'est un élément qui est à entrer en ligne de compte. Et je terminerai juste sur une expérience qu'on a été à conduire sur les usages de la blockchain pour accélérer la décarbonation et plus globalement la lutte contre le changement climatique en Afrique. L'idée est la suivante. Alors, lorsqu'on parle de blockchain dans le débat public, très généralement, et pour de bonnes raisons, on est conduit à pointer Bitcoin et globalement les usages de la blockchain qui sont très intensifs en électricité selon les environnements de production qui peuvent avoir une empreinte carbone assez terrible. Il se trouve néanmoins, et ça ramène à ce que je disais précédemment sur le bon et le mauvais cholestérol, qu'il peut y avoir également des usages vertueux de la blockchain. On a essayé d'en expérimenter un. Vous savez peut-être qu'une des caractéristiques de l'accord de Paris, c'est qu'il va falloir faire beaucoup de comptabilité carbone. C'est un point essentiel parce que l'accord de Paris, il est fondé sur des déclarations et des engagements, sur des engagements volontaires, et donc au bout d'un cycle de plusieurs années, il faut parvenir à comparer ce qui avait été les engagements des États présents à la COP27 qui s'est fermée, qui s'est achevée il y a quelques jours, et puis ce qui ont été les réalisations. Ce qui suppose d'avoir des systèmes comptables très robustes. Alors, par exemple, pour la France, peut-être savez-vous, et c'est le cas de la plupart des pays européens, nous avons un système de comptabilité carbone qui est robuste et dont le registre est tenu par la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts est une très vieille institution qui a 2 siècles. Mais le problème, c'est qu'évidemment, pour beaucoup des pays qui sont présents au COP et donc qui notamment cherchent à bénéficier des financements liés à la lutte contre le changement climatique, eh bien, beaucoup de ces pays ont des institutions très fragiles et ne peuvent pas présenter une comptabilité carbone qui soit aussi robuste, si je puis dire, et qui soit adossée à une institution de confiance. Et très simplement, non, c'était pas du tout simple, mais de fait, l'expérience qu'on a conduite il y a quelques années, et on l'a présentée à la COP23 qui s'était déroulée à Bonn. L'expérience est la suivante. Avec l'équipe de la Caisse des dépôts en France, on a répliqué le registre français de tenue de la comptabilité carbone, on l'a répliqué sur une blockchain. L'idée n'était pas de dire, et on y a travaillé avec la Caisse des dépôts, avec les teneurs de ce registre. L'idée était de dire qu'une blockchain peut servir de tiers de confiance et peut venir, à certaines conditions évidemment, peut venir se substituer à des institutions qui sont manquantes. Par exemple, des pays très fragiles en Afrique ou dans les pays latino-américains ont essayé de tester des cadastres qui font état des propriétés foncières via des blockchains, de telle manière à remplacer un système notarial fragile ou manquant. Et donc, on a conduit cette expérience pour parvenir à montrer qu'on pouvait tenir un grand registre sur une blockchain et en essayant de pousser cette idée en Afrique. Alors, on a établi à partir de là toute une série de collaborations et notamment une coalition mondiale qui s'appelle la Climate Change Coalition. Vous pourrez la googliser, vous verrez qu'il y a un grand maillage aujourd'hui, à la fois de centres de recherche, de start-up et puis d'expérimentations diverses, de telle manière à essayer d'avoir un usage
qui soit un usage, disons, bénéfique pour la transition des blockchains, et donc ce qui nous ramène à ce que je disais sur le bon et le mauvais cholestérol. Et enfin, j'aimerais rebondir sur un terme qui a déjà été évoqué, et enfin rebondir sans mauvais jeu de mots, qui est sur la question évidemment de l'effet rebond. Il y a un mécanisme qui se cache dans le cerveau des humains et qui fait que dès lors que nous avons une action bénéfique, on a tendance à la compenser en partie par une action inverse, et donc on pourra être, et vous êtes sans doute d'ores et déjà des consommateurs et des consommatrices très très éclairés dans vos usages du numérique, mais ça ne doit pas altérer notre discernement, et il faut être très très vigilant pour éviter les effets rebonds dans nos usages du numérique. J'essaie de me l'appliquer, ça n'est pas parce que je ne prends plus l'avion depuis quelques années que je renouvelais plus fréquemment mon smartphone. Voilà, merci de m'avoir écouté. À nouveau, désolé de ne pas avoir été présent par le train à Genève. Un très grand merci, professeur Geoffron. Nous allons passer maintenant à la partie questions. Je vais donc inviter nos deux invités présents à venir me rejoindre sur scène, et j'espère qu'on va pouvoir retrouver le professeur Geoffron sur l'écran. Je vais brancher mon petit micro à distance. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Oui, ça a l'air. Oula. Nous avons devant nous une petite demi-heure de questions, comme pour mes deux invités qui viennent de notre grand pays voisin. Vous savez qu'en Suisse, on est très attentif à notre système de démocratie directe, donc je vais me sentir obligé de prendre la question qui a eu le plus de votes sur Slido, et qui est donc celle qui est tout en haut de mon écran. Une question qui s'adresse à vous, Hugues Ferboeuf, mais je pense que nos deux autres invités pourront y répondre également. Face à ces entreprises des tech, quelle est la marge de manœuvre des usagers et usagères et des collectivités pour limiter la progression des volumes numériques? Et j'ai envie de modifier un tout petit peu la question, ou de mettre un petit ajout. Est-ce qu'on parle de face ou est-ce qu'on parle de avec? Puisqu'on a vu notamment dans votre tableau une de ces grosses entreprises que je ne vais pas nommer, mais dont on sait qu'elle a fait une annonce comme quoi elle allait non seulement être neutre, mais qu'elle allait compenser la totalité des émissions qu'elle avait émises depuis sa création en 1975. Vous pourrez chercher de qui je parle sur Internet. Donc, est-ce qu'on doit parler de combat face à ces géants de la tech, ou est-ce qu'on doit travailler avec ces géants de la tech, et quelle est notre marge de manœuvre pour faire évoluer les choses? Oui. Ça marche? Oui. Je pense que j'avais commencé à donner un début de réponse dans la présentation. Fondamentalement, je dirais, les logiques de modèle d'affaires qui ont fait le succès de ces méga-entreprises ne sont pas compatibles avec la sobriété numérique. Et donc, je pense qu'il faut plutôt se faire à l'idée qu'il va falloir changer les choses face à elles. Même si elles sont bien identifiées que l'opinion était en train de changer, y compris celle des gouvernements, et qu'elles font beaucoup d'efforts pour se parer de beaucoup de vertus environnementales. Donc, évidemment, ça n'est pas, je dirais, ça n'est pas un individu, ni même une entreprise, ni même une grande entreprise utilisatrice qui va pouvoir faire changer Google, Amazon ou Microsoft de logique. Et pour qu'on puisse le faire, et pour que ça se produise, et pour que ça se produise suffisamment vite, c'est-à-dire au rythme où il faut agir contre le changement climatique, la seule solution est d'avoir des politiques publiques qui changent les règles du jeu, et donc qui fassent payer, je dirais, ces grandes plateformes ce qu'elles doivent payer, pas seulement en termes d'impôts, mais également en termes d'investissement que leur activité provoque. Notamment, il y a beaucoup d'investissements aujourd'hui qui sont faits par les opérateurs télécoms, qui en fait sont faits uniquement pour servir les usages qui sont dirigés vers ces plateformes.
Et donc, il faut les faire changer de modèle. Et puis, en parallèle, il faut soutenir des alternatives. Aujourd'hui, il est quand même paradoxal, je ne sais pas en Suisse, mais en France, je crois que c'est 85% des recherches sur Internet se font à travers Google. Donc, de facto, Google a un monopole de quelque chose qui devrait plutôt être du ressort du commun. Aujourd'hui, je dirais, c'est comme si on ne pouvait trouver son chemin dans une ville qu'en passant par une entreprise commerciale qui serait la seule à pouvoir vous dire la rue Albert Lebrun, c'est 300 mètres à gauche. Donc on ne peut pas du tout rester dans cette situation, sachant que cette situation monopole, elle a aussi des impacts sur d'autres choses comme l'environnement, et notamment la souveraineté à la fois des États, mais également des individus. Alors, et pour finir la réponse, un petit commentaire sur l'entreprise qui dit que non seulement elle va même pas arriver à la neutralité carbone, mais elle va arriver à être négative en carbone et elle va faire en sorte de racheter, de compenser tout ce qu'elle a déjà émis. Donc c'est Microsoft. Alors je ne vais pas, sauf si j'ai le temps, mais le problème, c'est que dans la comptabilité carbone, il y a des scopes, scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, scope 2, c'est ce que mesure tout le monde et c'est en gros, c'est l'empreinte directement liée à l'activité de l'entreprise. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le scope 3, c'est-à-dire la chaîne de valeur qui est pilotée par l'entreprise. Donc les équipements qu'elle achète, mais également les usages dont elle est responsable auprès de ses clients. Et en fait, quand Microsoft ou Google ou Amazon vous disent je vais être neutre en carbone, ben, ils parlent uniquement du scope 1, scope 2 et jamais du scope 3. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'un ou l'autre de nos invités veut ajouter quelque chose? Sinon, je passe à une question dans la salle. Je suis employée de la RTS, qui est la radio-télévision de service public ici. Je suis militante syndicale et c'est des questions qui se posent à l'interne et qui se sont posées dans le monde syndical grâce aux jeunes de la grève pour le climat. Et donc, c'est des questions qui sont abordées au travers du syndicat. J'ai deux questions, en fait. Il y en a une qui concerne les services cloud tels que Microsoft 365, qui sont très largement utilisés par les grandes entreprises et probablement aussi par les institutions de type universitaire. Et donc, la question s'adresse plutôt à vous, c'est-à-dire est-ce que vous avez pris en compte l'utilisation de Microsoft 365 dans votre rapport? Combien ça consomme d'énergie, en fait? Donc ça, c'est une première question. Puis la deuxième question, elle est liée à ma position et à la réflexion que nous menons en interne. C'est de savoir quelles sont les actions vers lesquelles on peut pousser nos directions pour faire en sorte que la production audiovisuelle qui tend à quitter le broadcast linéaire pour aller vers le digital, comme ils l'appellent, et donc, avec comme argument, on est obligé d'être là où sont les usagers ou les consommateurs, ils utilisent plutôt le terme de consommateur, c'est-à-dire sur les plateformes numériques. Et donc, est-ce que d'une manière ou d'une autre, on pourrait avoir des propositions de type limiter le temps où les vidéos sont laissées sur les serveurs ou je ne sais pas quoi. C'est des réflexions que nous menons et donc vos propositions ou vos débuts de propositions sont les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, concernant Microsoft 365, je ne saurais pas répondre. On est vraiment sur du détail. Je ne pense pas, ceci étant dit, que ce soit le service qui soit le plus consommateur par rapport à des services qui permettraient, par exemple, aux chercheurs de stocker leurs datasets où là, on parle de plusieurs gigas, voire téras de données. Il faut savoir que tout ce qui se fait dans la recherche, particulièrement le PFL, puisque le PFL fait beaucoup de machine learning, on est vraiment sur des quantités de données qui sont difficiles à se figurer. Et à côté de ça, un PowerPoint, un document Word, ça pèse vraiment pas très lourd. Donc je ne saurais pas vous dire avec précision,
mais je peux m'imaginer que c'est vraiment pas ça qui consomme le plus. Après, c'est un peu à mettre en perspective avec le fait que justement le PFL a tendance à plutôt garder ses données sur site, parce que juste pour la simple question que c'est assez sensible. Donc, est-ce que ça fait augmenter l'empreinte des services Microsoft? Peut-être. Là, j'avoue que c'est pour ça que c'est ce genre de questions, je pense, qui montrent l'importance de ce genre d'études, parce qu'il y a des productions de gaz à effet de serre cachées qu'on n'imagine pas. Il y a des choses qu'il faut toujours aussi mettre en perspective. Par exemple, dans ma présentation, j'explique que les services de streaming posent problème. Après, voilà, ça permet aussi d'éviter des émissions liées au voyage. Donc c'est des questions qui sont assez délicates. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça pèse très lourd vu la quantité de données que ça stocke. Et par rapport à votre seconde question, je pense que oui, simplement le fait de supprimer les vidéos après un certain temps, déjà, c'est une très bonne mesure à proposer. Peut-être aussi faire en sorte que le format soit assez court. Se poser la question aussi de savoir est-ce qu'il faut vraiment que toutes les vidéos soient en haute résolution, parce que ça fait vraiment meilleure est la résolution, plus l'empreinte explose. Et tout ça, c'est des très bonnes suggestions. Déjà, la suppression, je trouve que c'est vraiment super, parce que oui, est-ce que ça fait sens de garder y a peut-être des reportages où ça fait du sens de les garder dans le temps. Il y a d'autres choses qui sont peut-être moins pertinentes. Ce type de questions, c'est vraiment ça qui va faire, je pense, progresser, ce type de suggestions, en tout cas, qui peut faire progresser les choses. Donc je vous encourage vraiment à les soumettre, c'est de très bonnes idées. Il y avait une forme de complément, je ne sais pas si, à cette question qui était comment fait-on bouger nos organisations et nos institutions ? Et ça me fait rebondir sur une question qui est apparue sur Slido, qui pose la question de la fascination du numérique, autant à titre individuel que à titre organisationnel. C'est-à-dire qu'on est notamment dans des institutions de type haute école, dans des domaines où il y a relativement facilement une fascination pour la question du numérique. Donc comment à la fois faire évoluer les institutions de l'intérieur ou de l'extérieur, et comment lutter, s'il le faut, contre ce sentiment de fascination, cette fuite en avant sur les questions numériques. Je peux peut-être donner un premier élément de réponse, mais peut-être que Patrice voudra compléter. Juste sur le point du streaming, dans le cadre d'une entreprise audiovisuelle, je signale simplement qu'il y a une étude qui vient de sortir en France, qui a été faite par l'ADEME, donc l'Agence de transition environnementale, qui est justement sur ce sujet, comparaison des différents moyens audiovisuels, streaming, broadcast, etc. Donc, ça peut répondre à certaines de vos questions. Quant à comment est-ce qu'on fait en sorte de créer en fait une dynamique au sein d'une organisation pour arriver à s'intéresser à la sobriété numérique et à sortir de l'ébriété numérique, je pense que ça commence d'abord par une information sur que représente l'empreinte du numérique. Je crois que, comme ça a été dit tout à l'heure, 95% des gens ne sont pas au courant ni, je dirais, de l'importance de l'empreinte, ni du fait qu'elle croît à une vitesse importante. Et en général, enfin mon expérience, c'est que en général, quand on fait ça par une fraise du numérique, une fraise du climat, enfin, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, bah, ça déclenche au moins dans une proportion non négligeable de la population qui a assisté à la présentation, une réaction du type « mais il faut faire quelque chose ». Une réaction online peut-être ? Oui, je compléterai volontiers. Moi, à nouveau, dans l'écho à l'expérience qu'on a eue au sein de la Convention climat en France, il y a eu un effet de sidération qui assez rapidement est apparu dans le sous-groupe de travail qui se consacrait à ces questions numériques. Parce que finalement, le problème qui est apparu assez rapidement, c'est de dire si je veux acheter un véhicule,
j'ai accès à une information. Alors très souvent, c'est écrit en tout petit en bas, mais qui va me dire combien avec ce véhicule je vais émettre de grammes de CO2 voilà, par kilomètre. Et cette information est une information qui est obligatoire. Donc je peux considérer finalement que avec une voiture qui est un des objets iconiques du monde dont on vient, je peux avoir faire des choix qui soient des choix avec discernement. Mais la surprise des citoyennes et des citoyens, c'était de dire en matière de numérique, je n'ai pas cette information. Alors je peux regarder pour mes équipements et comprendre assez rapidement que évidemment en les renouvelant moins, je vais plutôt dans le sens de la sobriété. Mais de fait, auprès de mes opérateurs, je peux imaginer que tous les opérateurs sont pas égaux relativement à la nature de leurs équipements peut-être, ou à leurs pratiques relatives au data center, dont l'empreinte électrique et potentiellement l'empreinte carbone peut être très différenciée d'un type d'équipement à l'autre. Je n'ai pas cette information. Et donc la revendication essentielle, c'était de dire, et évidemment techniquement c'est très compliqué, c'est de dire en tant que consommateur / citoyen, nous sommes bien conscients que nous entrons dans un monde dans lequel le numérique a vocation à occuper beaucoup de place et on y entre sans avoir une capacité de discernement. Et ce mot-clé de discernement, il a occupé dans les débats vraiment beaucoup de place. Donc comment est-on un consommateur numérique éclairé ? Et alors tout ça passe évidemment à la fois par de l'information, également par de l'éducation. Comme le disait Hugues à l'instant, il y a toute une série de règles qui peuvent permettre assez rapidement d'avoir et permettant de régler une partie non négligeable du problème, notamment à nouveau sur le rythme de renouvellement des équipements, qui peuvent permettre d'améliorer les pratiques et donc l'empreinte. Ah bon ? Ah oui, d'accord. Alors, la stratégie de la sobriété numérique est polie et gentille, mais ne faut-il pas une autre approche, car nous avons affaire à des dealers qui ont créé une véritable addiction. Elle est du reste institutionnelle, puisque même à l'école, on nous oblige à utiliser le numérique. Elle est partout présente, que ce soit dans les appareils ménagers ou autres. Et donc, cela nécessite sûrement une autre approche, beaucoup plus draconienne. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Alors, je vais profiter pour compléter cette question avec une question online qui me semble aller dans le même sens et qui s'adressait à M. Ferboeuf sur cette notion de refonder le numérique, c'est-à-dire de dire si on doit faire un grand retournement, renverser la table et mettre le numérique à plat, quelles sont les pistes pour changer ? Oui, enfin, la sobriété numérique, c'est ce à quoi on doit arriver. Maintenant, on ne va pas y arriver, je dirais forcément de façon consensuelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des acteurs dominants dont le modèle d'affaires a besoin du contraire de la sobriété numérique. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils facilitent les choses. Aujourd'hui, et donc il faut que les gouvernements, les instances transnationales comme l'Union européenne changent les règles du jeu, d'une part pour rendre ces acteurs moins puissants, et d'autre part pour, forcer la transition vers des modèles d'affaires qui vont être beaucoup plus vertueux. Si on ne le fait pas, dans 5 ans, je vous présenterai les mêmes graphes. Oui, on peut dire qu'il faut renverser la table. En tout cas, il faut changer significativement un certain nombre de choses et de logiques qui aujourd'hui sont à l'œuvre. Voilà. Et est-ce que si on ne renverse pas la table mais qu'on reste dans un processus plus civilisé, va-t-on dire ? J'ai une question sur Slido qui posait le problème de standards internationaux. Est-ce qu'on est en manque ? Et on parlait avant d'une sorte d'équivalent du Nutri-Score ou de l'étiquette énergie ou de je ne sais quelle manière de se rendre mieux compte de l'impact du numérique lors du processus d'achat. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un besoin de s'entendre sur des standards, sur une sorte de régulation plus forte sur ces questions ?
Je peux commencer à répondre, mais il y aura sûrement des compléments. Je pense que la première chose sur laquelle il faut s'entendre, c'est effectivement la façon dont on mesure les choses. Aujourd'hui, je vous ai présenté des ordres de grandeur, mais il faut savoir que selon les méthodes utilisées, l'empreinte carbone d'un smartphone tel que celui-là, elle va varier entre 60 et 80 kg, par exemple. Alors, l'ordre de grandeur est toujours le même, mais ça n'est pas suffisant pour pouvoir arbitrer, par exemple, entre deux smartphones qui seraient fournis par deux constructeurs différents. Donc ça, c'est un premier... Il y a des efforts en ce moment là-dessus, au sein de l'UIT notamment, et un certain nombre de groupes d'experts qui travaillent pour construire un référentiel qui serait commun et qui devrait être utilisé par tous les acteurs. Donc ça, c'est le premier point. Et le reste de la question, j'ai oublié, donc je vais passer le micro à ma voisine. Merci. Je suis complètement d'accord avec mon voisin. En fait, il faut savoir qu'il y a encore... La comptabilité carbone, c'est quelque chose qui existe. Mesurer l'efficacité énergétique du matériel, des serveurs, c'est quelque chose qui existe. Il y a des certifications. Mais on est vraiment encore un peu au balbutiement de tout ça. Au sein de Zero Emission Group, on a pu faire un peu de comptabilité carbone. J'en ai un peu fait aussi par le biais de mon travail à l'EPFL. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a encore... on n'est pas d'accord sur les méthodes à utiliser. Et fatalement, il y a des standards qui vont émerger de tout ça. On va finir par se mettre d'accord. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a un peu ce sentiment d'avancer un peu dans le flou. D'autant plus que quand on parle d'impact environnemental, donc on parle beaucoup d'empreinte carbone en ce moment parce que c'est vraiment le sujet qui est le plus je n'ai pas envie de dire le plus chaud, mais le plus brûlant, voilà. Mais il y a, par exemple, dans le cas du numérique, il y a vraiment cette problématique des terres rares qui menace le secteur, en fait, parce que si on consomme trop de ces minerais rares, à terme, on ne pourra plus fabriquer de matériel informatique. Et ça, c'est très problématique. On va avoir besoin encore d'informatique à l'avenir. Si on veut pouvoir calculer des modèles sur le climat, il faut qu'on puisse le faire. Donc, il faut vraiment mettre en place cette sobriété. Et je me suis un petit peu perdue, excusez-moi. Mais de fait, oui, on manque de standards, il faut en établir pas que sur le carbone, il faut en établir sur d'autres domaines. Je sais que dans le domaine de la biodiversité, les scientifiques qui travaillent sur ces questions poussent de plus en plus pour qu'on ait aussi des objectifs sur ces questions-là. Et il faut espérer effectivement qu'en sensibilisant les gens, en transmettant l'information, en travaillant sur ces sujets petit à petit, il y a des standards qui vont émerger, on va pouvoir enfin se parler et se comprendre. Mais tout ça va nécessiter qu'on prenne le sujet au sérieux. J'ajoute, parce que j'ai retrouvé ce que j'avais oublié. Oui, je pense qu'il y avait la question, c'était aussi, est-ce qu'on peut avoir une sorte de processus de normes, de labels, qui nous permet de choisir des équipements plus vertueux que d'autres. Donc ça c'est très bien, mais alors encore une fois, il faut toujours se méfier d'une sorte d'effet rebond. On pourrait se dire, comme il est quand même beaucoup plus vertueux, je vais pouvoir en acheter deux au lieu d'en acheter un. Et donc en fait, à un moment donné, la sobriété numérique, ça consiste aussi à se demander, est-ce qu'il faut que j'ai du numérique pour faire ça ? Par exemple, il y a, je sais pas en Suisse, mais en France, dans les magasins de bricolage, on trouve maintenant beaucoup de ce qui s'appelle des ampoules intelligentes, ampoules qui s'allument ou qui s'éteignent toutes seules selon qu'il y a quelqu'un dans une pièce. En fait, dans un des rapports du Shift, on a étudié ça et on a montré que cette ampoule intelligente, c'est une ineptie en fait d'un point de vue carbone dans un certain nombre de conditions. C'est-à-dire si c'est dans un studio, vous n'aurez jamais une amélioration de l'empreinte carbone due à l'ampoule intelligente. Et donc dans ce cas-là, en fait, il faut se demander si la bonne action, en fait, c'est simplement d'éteindre la lumière quand vous sortez de la pièce. Et pour ça, il n'y a pas véritablement besoin de numérique.
crois qu'on arrive malheureusement je reviendrai. J'allais dire, monsieur Geoffroy. Juste une seconde, je reviendrai volontiers sur la question telle qu'elle avait été introduite auparavant, nous appelant finalement à aller au-delà de la sobriété et vers quelque chose, si j'ai bien entendu, de moins civilisé. Mais moi, il me semble que le passage de l'ébriété dans lequel on est à la sobriété, ce serait déjà un shift très très considérable, hein, dont il faut mesurer la puissance et l'impact économique sur les fournisseurs d'équipements et sur les plateformes. Voilà, si on résiste au renouvellement des équipements et à l'avalanche de gigas qui nous sont proposés, qui viennent se superposer dans nos équipements, dans nos abonnements, il me semble qu'il peut y avoir un effet transformant à ne pas négliger. Et puis le deuxième point que j'aimerais souligner, à nouveau en écho à ce qui était une revendication qui n'a pas été satisfaite dans la Convention des citoyens et citoyennes français, c'est vraiment le besoin d'information. Il n'est pas possible, et j'entends bien, et je pratique, je regarde tout ça de suffisamment près pour connaître les difficultés méthodologiques et savoir qu'il n'y a pas simplement, disons, un écran de fumée qui est entretenu. C'est absolument pas ça. Il y a de vraies difficultés calculatoires. Mais il me semble qu'on ne pourra pas avancer dans l'ère du numérique avec si peu d'informations sur l'orientation de comportement avec discernement. Merci beaucoup, professeur Geoffron. Je crois que malheureusement, on atteint un tout petit peu l'heure. Je vais devoir créer beaucoup de frustration dans cette salle. Avant de repasser la parole au professeur Benhamou pour un tout petit mot de conclusion, peut-être simplement dire que c'est la deuxième conférence sur le sujet qui a lieu dans le cadre de ces cycles de conférences sur le numérique. Et je crois qu'on peut toutes et tous prendre rendez-vous peut-être l'année prochaine. Je glisse comme ça un petit message à la direction de mon collègue le professeur Benhamou pour que le sujet de la sobriété numérique, des impacts numériques sur l'environnement soit repris comme ça continuellement dans ce cycle de conférences, je l'espère. Et je laisse donc le professeur Benhamou faire le mot de conclusion. Merci beaucoup. Navré pour celles et ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. On voit que sur Slido, il y a eu beaucoup de réactions, également dans la salle. Il a été question d'information, de chiffrer pour y voir plus clair à travers la fumée. Donc, je crois qu'on peut saluer le travail des experts pour mieux comprendre, chiffrer et enfin ensuite agir de manière plus éclairée. On parlait de discernement et de consommateurs éclairés. Donc je crois que ce genre de conférences et les ressources que vous mettez à disposition permettent de le faire. Moi je dirais simplement, s'agissant de la régulation, puisque c'est peut-être ma casquette cette fois-ci en professeur en droit, il existe différents leviers, notamment comment réguler les plateformes s'agissant de l'addiction. On a parlé d'addiction. Eh bien, je rappelle donc les prochaines conférences. Il y a le 1er mars. La prochaine conférence, je vous invite à revenir, c'est sur écran et addiction. Et la suivante et la dernière sera le 17 mai sur captation de l'attention sur les plateformes. Et là, on verra qu'il y a de plus en plus un droit à l'attention pour éviter que les plateformes continuent de nous mettre dans ces patterns d'addiction. Donc il sera question de ces deux conférences, donc je vous invite vraiment à revenir. Pour terminer, j'aimerais remercier vivement nos experts pour leur éclairage, toutes ces ressources précieuses, également vous dans la salle et les participants à distance pour leurs questions et leur participation. Pour terminer, enfin, je me dois avec plaisir de remercier toute l'équipe et technique et du rectorat pour cette conférence, parce que sans eux, ce genre de conférence serait impossible. Également le rectorat pour son soutien. On se réjouit de vous revoir à la prochaine 1er mars. Bonne soirée à toutes et tous.